Madame la professeure Amina Rachid, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par l'éloge de la gratitude, cette valeur qui, baignant dans un milieu scientifique, contribue à humaniser la passation du savoir. La gratitude, chers collègues, est source de bonheur pour ceux qui l'éprouvent. C'est bien le secret de ce doux sourire qui s'est esquissé sur nos visages en remarquant sur le programme de la journée que la 3e séance en est dédiée à rendre un vibrant hommage à Madame Amina Rachid. En effet, la monographie présentée cet après-midi par Dr Salma Moubarak dans son livre Amina Rachid, la traversée vers l'autre, est l'illustration la plus accomplie de la gratitude, voire de l'amour filial envers une conscience intellectuelle et morale qui ne cesse d'inspirer par sa brillante trajectoire et orientée par son exemple humaniste des générations de jeunes enseignants, chercheurs, traducteurs, comparatistes, médiateurs, critiques de l'interculturel, militants en faveur de la justice. Bref, tous ces êtres ponts qui se trouvent placés par leur destin dans la zone de l'entre-deux, qui sont appelés à jongler avec les langues et les cultures, à se jouer des frontières entre les disciplines, à traverser vers l'autre sans subir de crise identitaire, à rêver d'un monde plus juste et de rapports plus équilibrés entre le moi et l'autre. À toutes et à tous, Amina Rachid est plus qu'un modèle, plutôt une marraine courageuse et visionnaire, dont l'aimable figure rayonne à l'intersection de l'académique, du culturel et du politique. Visionnaire, épithète empruntée à Salma Moubarak pour qualifier les travaux comparatistes d'Amina Rachid. Si l'on souhaite en mesurer l'admirable justesse, il suffit de la considérer à la lumière du dernier sujet d'actualité qui vient d'accaparer tout récemment les esprits des traductologues. Il s'agit des réserves soulevées quant au projet de traduction de la poétesse afro-américaine Amanda Gorman par une traductrice néerlandaise blanche. En effet, la vision comparatiste d'Amina Rachid, rejetant dès les années 60 l'européocentrisme, est en état de nous éclairer sur les sources des réticences émises aujourd'hui vis-à-vis de la traduction d'une poétesse noire par une traductrice blanche. Cette vision dialectique, prenant en compte le contexte historique marqué par des siècles de conflits et dans le cas d'Amanda Gorman par des siècles de discrimination exercée contre les Noirs, est capable de faire changer les discours entre dominants et dominés et de débarrasser l'échange avec l'autre de sa violence latente et larvée depuis toujours. Tiffaine Samoyo, dans une conférence très récente, a évoqué ce débat qui a pris des allures médiatiques sensationnelles et elle a appelé au changement du discours entre dominants et dominés. Chose que les recherches comparatistes visionnaires d'Amina Rachid avaient entreprise il y a plus d'un demi-siècle. Très tôt, Amina Rachid a souligné cette prépondérance du sujet regardant dans la formation de l'image de l'autre, cette tendance de l'homme blanc à accaparer la parole. Et pour ne pas accaparer moi-même la parole, il est temps pour moi d'inviter Madame le professeur Salma Moubarak à nous emmener à l'univers panoramique de Madame Amina Rachid. On ne présente plus depuis longtemps Dr Salma Moubarak tellement son œuvre fait autorité, tellement elle excelle, elle aussi, dans la traversée des frontières, tellement elle sait parfaitement, comme l'a signalé Franz Kafka, que toute littérature est assaut contre la frontière. Je vous remercie, cher Dr Salma, de m'avoir invité à rejoindre cette docte assemblée et à prendre part à un acte de gratitude aussi sincère que profond envers l'immense Amina Rachid. Dr Salma, à vous la parole.
Alors, au nom du réseau égyptien de la recherche en français, je vais d'abord commencer par remercier l'Institut français et l'Institut français d'archéologie orientale pour tout le soutien qu'ils ont bien voulu donner à l'organisation de cette journée d'études très réussie. Je remercie l'IFAO pour nous avoir procuré cette salle magnifique et très bien équipée qui nous a permis de traverser les frontières vers notre public qui se trouve un peu partout dans le monde. Et je remercie bien sûr et beaucoup Dr Dalia Chaoudi pour sa présentation brillante de Madame Amina Rachid et d'avoir bien accepté bien sûr d'être parmi nous aujourd'hui et pour ses mots élogieux qu'elle m'a adressés. Il semble que les frontières ne sont intéressantes que parce qu'on les traverse. Et c'est ce qui explique l'idée de traverser a été au centre de toutes les interventions que nous avons écoutées aujourd'hui. La question qui s'impose alors, quelle est la finalité de quelles sont les finalités de ces traversées? C'est à cette question que le parcours de Amina Rachid propose des réponses. Amina, je pourrais dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui à parler de toi. Ce n'est certainement pas la première fois où je prends la parole pour participer à des journées à l'honneur d'Amina Rachid. Mais ce qui rend cet hommage particulièrement émouvant pour moi, c'est son absence. Ou plutôt son absence-présence. Parce qu'en ce moment, Amina nous écoute et nous regarde, nous présente, assise dans son fauteuil, et on la voit face à l'écran dans son petit appartement de la cité des Mabroussines, et mi-absente dans le labyrinthe de la mémoire. Ce qui rend aussi cet hommage tout particulier pour moi, c'est qu'il s'agit de la première fois où je parle d'elle, de son parcours et de son œuvre. Grosse responsabilité. Moi qui ai toujours été intimidée de franchir cette distance, de peur de me retrouver si près d'elle. Qui es-tu, Amina Rachid? Amina Rachid est l'intellectuelle égyptienne, professeure universitaire au DLLF, au département de français, de langue et de littérature française de l'Université du Caire, et grande figure de la littérature comparée dans le monde arabe. Son parcours commence dans une Égypte cosmopolite des années 40-50, se poursuit jusqu'aux années 2000 et s'articule autour des grands moments d'une histoire complexe où le personnel se greffe au collectif. Amina Rachid a vécu une situation médiane, d'une richesse singulière, entre langue, culture, pays et classe sociale, situation qui l'a toujours orientée vers un geste courageux de franchissement des frontières. Son parcours exceptionnel se place sous le signe du passage et de la médiation, qui tend vers l'autre, met en relation des consciences et des univers espacés. L'enseignement, sa vocation et son métier, n'est-il pas un lieu de médiation par excellence? Non seulement de connaissances,
mais aussi de passion, de questions, de doutes et de propositions. Par sa vocation comparatiste, Amina interroge les mondes multiples qu'embrasse sa vision panoramique, réfléchit sur le rapprochement et la différence, dit ses convictions et avoue ses doutes, modelant son rôle de médiatrice et lui donnant la figure de ses propres songes. Quand, comment et pourquoi cette traversée des frontières a-t-elle été effectuée? À ces trois questions, j'ai essayé de répondre dans le livre que j'ai consacré à Amina Rachid et qui s'inscrit dans un projet culturel mis en œuvre par l'Institut du monde arabe à Paris et le prix du roi Faisal à Riyad. Il s'agit d'un hommage rendu à son œuvre et à sa vie, dédié au savoir et à sa figure qui a toujours illuminé les lieux de son passage. Amina, née en 1938, appartient à une classe aristocratique de propriétaires terriens. Au Caire, elle habite la grande villa de son grand-père, Ismail Sedqi Pacha, premier ministre du roi Farouk. Situé à Helmeyit et Zatoun, ce quartier résidentiel, construit sous le règne du khedive Abbès, est destiné à l'habitation de la famille royale et de l'élite égyptienne. Est-ce que il y a du son, est-ce que vous entendez le public? Non, on n'entend pas. Est-ce que j'ai coupé le son ici? Non, le son de la vidéo. Oui, pour moi. Donc, oui, c'est bon. Je recommence. Et premier jour où j'ai compris qu'on m'attaquait, mais que celui qui m'attaquait avait raison. Tout est revenu. Ah, ça continue? Non, ça va. Alors, je dois arrêter le son, sinon ça va faire effet Larsen. Voilà. À chaque fois qu'il y a projection, on aurait dû anticiper. C'est pas grave. Ici, dans cette maison, se trouvent les premières frontières traversées. Il s'agit des grilles qui entourent la demeure familiale. Amina les a franchies pour lier une amitié d'enfance avec la petite Marie, fille adoptive d'un menuisier et d'une couturière qui vivaient dans le voisinage du palais. L'imagination miroitante d'un monde meilleur, plus doux et plus juste, auquel elle aspirait dès son jeune âge, provenait du livre. Ce grand ami, cet intermédiaire qui l'a mené à transcender le monde réel, en écoutant les histoires lues par sa tante avant de se coucher. Et comme dans les histoires des livres, dit-elle, il y a souvent des mères pauvres qui cousent les vêtements de leurs enfants
et les borde le soir, dans leur lit, j'ai idéalisé la vie des pauvres et détesté la nôtre. Fin de citation. Et ce difficile passage entre les langues, écrit-elle à son petit-fils Nadim. La langue, pour Amina, est un lieu problématique qui a tracé des frontières détestées entre classes sociales, le français de la grande bourgeoisie, l'arabe des domestiques et du peuple. Entre sexes, le français pour les femmes, l'arabe pour les hommes. Entre espace privé et espace public, le français parlé en famille, l'arabe, langue de l'engagement social et politique. Dans cette première maison, le français est une idéologie, source d'un sentiment amer qui la tourmente, celui d'appartenir à une classe dominante, complice de l'ennemi. Le 26 janvier 1952, Amina regarde par la fenêtre d'un appartement luxueux à Zamalek l'incendie du Caire. Je commençais à suivre les actualités, mais de loin, dit-elle. La lecture occupait encore tout mon temps de loisir. J'en faisais un refuge qui me protégeait contre les tensions de l'extérieur et les pressions de l'intérieur. Dehors, la lutte nationale et le conflit des classes s'étendaient. Et dedans, l'inquiétude montait face à la fatalité du changement qui allait venir. Cette contradiction entre l'appartenance à une classe aristocratique décadente et le penchant d'abord humain, ensuite idéologique vers la gauche et la révolution amène Amina à effectuer un nouveau passage radical, à franchir un nouveau pont qui la conduit encore une fois au-delà des frontières. Alors là, je vais projeter un extrait filmique. Si le son n'est pas bon, alors dites-moi s'il vous plaît. Ah, ok. De l'autre côté de la grille, le peuple aussi sa recherche de l'histoire. C'est vers la même époque que j'ai compris le sens du mot Estréel, censé boucler l'expulsion des enclavés magiques. Cette ignorance s'associe par un souvenir légère d'un sentiment qu'on n'a jamais eu, celui d'une gêne solitude. Je l'entends bien. Non, là, il y a un problème de son. Il aurait fallu brancher là-bas, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait le son. Il aurait fallu qu'on le mette là-bas. Il y a la possibilité de voir. Il reste combien de temps pour la projection? Je ne sais pas. Je vais. Bon, un petit problème technique qui vous empêche d'écouter. On essaye rapidement de le résoudre parce que c'est très intéressant d'écouter Amina elle-même parler de son parcours et de son enfance. Ces extraits filmiques sont tirés du film de Tahani Rashid, 4 femmes d'Égypte. Oui, donc si on arrive à avoir le son, ça serait génial. Sinon, c'est pas grave. Je vais essayer. Pardon. Je vais essayer déjà de mettre tout et tu as arrêté 30 secondes. Oui.
Et Quand on fait le partage d'écran, excusez-moi, oui, il y a un petit... théoriquement, quand on fait le partage d'écran, on peut partager aussi le son. Voilà, partager l'audio, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on revient sur la... Voilà. Et donc, on peut retourner sur le... Voilà, ici, sur la petite... celle-ci. Voilà, et ça devrait marcher maintenant. Alors, ça devrait marcher maintenant. Si ça ne va pas, vous me le dites, s'il vous plaît. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Mais le tumulte des événements. Entre 1946 et 1952, les luttes de libération contre la présence britannique battent leur plein en Égypte. Dans notre grande maison, tout le monde parle français et arabe seulement pour s'adresser aux domestiques. Et le sentiment amer d'appartenir à une classe dominante, de l'autre côté de la grille, complice de l'ennemi. Le peuple, lui aussi, parle l'arabe. Sa religion, c'est l'islam. C'est vers la même époque que j'ai compris le sens du mot istiqlal, indépendance, semblait le mot-clé de l'époque. L'expulsion des Anglais, un mot magique, l'autonomie, et j'en ai beaucoup souffert. Cette ignorance s'associe dans mes souvenirs au premier germe d'un sentiment qui ne m'a jamais quitté, celui d'une gêne et d'une solitude, d'une rupture, la première. Mon grand-père s'est... C'est après la... Dans son autobiographie, il y a un... Ah, non, c'est le téléphone. C'est bon? Non, il y a un écho qui continue. Non, pardon. Donc, mettre le partage, on pose. Peut-être arrêter et il faut que je coupe le son, je pense. Voilà. Et on remet le partage. Donc c'était ici. Et nous partageons l'audio de toutes les manières. Oui. Alors, dans son autobiographie, Amine a écrit « J'ai terminé mes études de bac en 1954. C'est aussi au début de cette année que j'ai décidé d'adopter le communisme comme système de vie et voie de la révolution. Cette nuit, la nuit où j'ai fait ce choix, je n'ai pas pu dormir. Le 3 mars 1954. La condition de ma famille se dégradait à cause des lois de la réforme agraire. Et ma vie s'est divisée. Une part de moi était heureuse des promesses du changement et l'autre regardait la ruine de ceux que j'aimais. Et franchement, j'étais plutôt attachée à la première moitié. Nommée en 1959 comme assistante au département de français de l'Université du Caire, Amina obtient une bourse à Paris qui lui permet d'entreprendre sa formation de comparatiste. Entre l'Égypte et la France, la langue arabe et la langue française, la littérature arabe et la littérature européenne, avec toute la symbolique que ces entités nationales, linguistiques et culturelles représentent, Amina construit de nouvelles passerelles et élabore de nouvelles médiations.
Destinée à jouer cette fonction de l'homme pont, Amina décide de se consacrer au comparatisme, voie et instrument de traverser vers l'autre. Pendant ses études à l'université du Caire, Amina Rachid découvre le rôle joué par les Arabes dans le monde médiéval européen. C'est cet intérêt qu'elle met en avant lors de sa première rencontre avec Etienne, son directeur de thèse et l'éminent comparatiste. Refusant un sujet qu'il lui suggère sur l'influence de la littérature française sur le théâtre de Tawfiq el-Hakim, Amina ne cherche pas seulement un sujet de thèse, mais un autre rapport de force entre Orient et Occident que celui proposé par Etienne. C'est Jacques Berck qui l'oriente vers Raymond Lull, ce philosophe et théologien espagnol médiéval qui, parti pour combattre les musulmans, se trouvait gagné par le rayonnement de leur civilisation. Et il fut l'un des premiers occidentaux à jouer le rôle d'intermédiaire entre le monde chrétien et le monde musulman. En travaillant ma thèse, dit-elle, je découvrais une époque où les Arabes étaient les maîtres. Ils sont cités par Bacon au même titre que les Grecs. À Paris, Amina se trouve au creuset des rencontres. Elle se constitue un cercle d'amis issus de diverses appartenances. L'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'ex-Union soviétique, l'ex-Yougoslavie, son marxisme aidant à la constitution d'une vision transnationale vient doubler l'humanisme du comparatiste qui contemple la diversité du monde et centre sa réflexion non pas sur la comparaison, mais sur la relation. À l'Union des étudiants égyptiens à Paris, Amina est membre actif. Elle mène son rôle de coordinatrice avec l'Union des étudiants arabes et les étudiants français et internationaux. C'est à ce moment-là, dit-elle, que j'ai connu la cause palestinienne, dit-elle, entrer dans ma vie pour ne plus en sortir. Fin de citation. César Qassem raconte une anecdote à ce propos. Il s'agit de la position d'Étienne vis-à-vis d'Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967. Au moment de l'escalade verbale qui précéda la guerre, lorsqu'on croyait que les Arabes allaient attaquer alors que l'attaque est venue d'Israël. Il y avait eu un appel contre les pays arabes que beaucoup d'intellectuels français, je suis allée le voir et je lui ai fait comprendre que nous étions non pas contre les Juifs, mais contre Israël, n'acceptant pas la manière dont on avait accaparé la Palestine et chassé les Palestiniens de chez eux. J'ajoutais que s'il tenait à son opinion, je préférais ne plus travailler avec lui. Et elle ajoute, dit César Qassem, à cette époque, j'étais courageuse. Et moi, je remarque, elle a toujours été courageuse. Dans ce bouillonnement intellectuel et politique, la défaite de 1967 est un ébranlement. À la suite de cet événement choc, Amina se replie sur son travail de thèse. Pour elle, l'heure des plaisirs parisiens est passée. Les illusions de liberté, les discussions des intellectuels dans les cafés, l'enthousiasme partagé de découvrir la nouvelle critique. En 1970, Amina postule
pour un poste au CNRS, son dossier est accepté et préféré à celui de Pierre Macheret. Pendant ces années, elle se marie à Rochdi Rochet, donne naissance à Marwan, son fils unique, aujourd'hui professeur d'histoire de la philosophie grecque à la Sorbonne. Plongée dans la recherche, Amina continue à travailler sur sa thèse. Cependant, face à toutes les tentations qui la poussent à prolonger sa vie à Paris et à profiter d'une position bien stable, foyer, métier bien payé, études poursuivies dans un contexte culturel florissant et activisme politique mené dans un climat de liberté et de démocratie. Amina a le sentiment pourtant que sa vie se vide de sens et que ce sens se trouve en Égypte. Elle prend la décision de terminer sa thèse et rentrer au pays. Alors là, je vais projeter un autre extrait filmique. Non, avant ça. Avant l'extrait, je lis un extrait de son texte autobiographique. Je ne pouvais plus supporter la vie en France. Je vivais les événements de l'Égypte. Je pleurais en ouvrant ma fenêtre et en voyant le ciel gris de Paris. J'avais le sentiment d'avoir beaucoup profité de toutes ces expériences intellectuelles, politiques et affectives, mais j'étais consciente que cette histoire n'était pas la mienne, que cette vie n'était pas ma vie, que je n'avais pas mené cette lutte pour vivre ailleurs. Là, encore un extrait filmique, j'espère que ça va marcher. De vivre en France, alors que j'y travaillais au CNRS, j'étais bien payée, j'étais bien logée, j'aimais mes études, l'université, mais ma vie s'est vidée de sens. Et j'ai compris un jour que le sens de ma vie était ici en Égypte, dans mon pays, que je n'avais pas mené cette lutte. Pour vivre ailleurs. Et de vivre en France, alors que j'y travaillais au CNRS, j'étais bien payée, j'étais bien logée, j'aimais mes études, l'université, mais ma vie s'est vidée de sens. Et j'ai compris un jour que le sens de ma vie était ici en Égypte, dans mon pays, que je n'avais pas mené cette lutte pour vivre ailleurs. Dans le contexte égyptien des années 80, la figure publique d'Amina Rachid commence à se forger à l'intersection de l'académique, du culturel et du politique. Son statut d'intellectuelle engagée se façonne conjointement à une productivité intense qui marque son parcours sur les deux plans de la recherche scientifique et de l'activisme politique. Sa figure rayonne au sein d'un groupe d'universitaires engagés qui se réunissent dans le salon du professeur Abdelaziz El-Ahouani tous les mardis. César Qasem, Gaber Asfour, Nasr Hamed Abou Zaid, Abdelmohsen Taha Badr, Laïla Anen et Saïd El-Bahraoui. C'est là qu'Amina fait la connaissance du jeune Saïd El-Bahraoui, qui n'était pas encore l'éminent professeur de littérature arabe, le spécialiste de poésie moderne, le romancier et le critique littéraire qu'il est devenu par la suite. Amina épouse Saïd El-Bahraoui, issu d'une famille de paysans modestes, plus jeune qu'elle de 15 ans, levant encore une fois de nouvelles frontières, celles que dresse la différence d'âge, de classe et l'image sociale que l'on se fait traditionnellement
du couple. بصت في السجن كده وقالت انا كان نفسي امر بالتجربه دي بس مش كتير. On est le 16, le 15, le 14. Ça fait 330. Avec les romans? Oui. Écrire pourquoi? Qu'y a-t-il d'exceptionnel dans ce que j'ai à dire? En prison, c'est comme si l'on était entre parenthèses. Je ne sais plus rien de la vie. Les yeux de Saïd me regardent triste et tendre. Sa gentillesse m'accompagne. Marouane est le plus bel enfant du monde. Alors en prison, on était privé de papier. On écrivait sur n'importe quoi, y compris sur du papier de paquets de cigarettes. Saïd, mon mari, qui est aussi un peu mon frère, il y a un lien comme ça de fraternité entre nous, est également mon collègue. Il est évident que je suis plus âgée. Et Safi m'a dit une chose très intelligente. Elle m'a dit, épouse-le si il est capable de comprendre que pour toi, ça va être plus difficile que pour lui. Et puis, bon, ça s'est fait comme ça. Quand je suis sortie de prison, on s'est mariés. Bon, là, c'est un choix que j'ai fait depuis très jeune, de vivre dans le peuple égyptien. Ça fait partie d'un choix politique, mais aussi humain. La différence a marqué ma vie. La différence, c'est tout un chemin aussi. Vivre contre soi à des moments. Moi, ici, j'ai cru que je pouvais me fondre dans la vie de la campagne. Mais en fait, c'est une utopie. On reste soi-même. On ne s'identifie pas. Par l'enseignement, Amina Rachid a réussi à partager sa passion pour la littérature comme lieu de connaissance et de croyance en un monde meilleur. L'enseignement, pour elle, n'est pas une profession, mais une expérience humaine d'enrichissement mutuel, une conviction que le changement est possible et que l'on peut y contribuer. Enseigner, c'est avoir ce contact avec autrui. On a besoin de ce contact, dit-elle. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de rentrer en Égypte. La recherche compte beaucoup pour moi, mais je me demande si j'aurais pu vivre sans enseigner. L'enseignement m'apporte beaucoup, non seulement sur le plan humain, mais comme stimulant à la recherche. Pour celle qui a grandi dans la langue française, qui par engagement a entrepris sa formation en arabe à l'âge adulte et a passé de la langue française à la langue arabe dans la plupart de ses publications à partir des années 80, la traduction a constitué un véritable défi. La traduction pour Amina Rachid est une traversée linguistique qui révèle une démarche volontariste visant à intervenir dans l'espace culturel public à partir de sa position d'intermédiaire entre deux cultures. Quant à la littérature, elle procure un plaisir et un enrichissement par la possibilité qu'elle offre d'interaction humaine avec autrui, mais aussi parce qu'elle permet de construire un ensemble cohérent de connaissances et de pratiques méthodologiques. Le corpus d'Amina Rachid et les thématiques qu'elle étudie au fil des années révèlent sa vision du monde, témoignant de ses affinités avec la révolution, son goût pour le peuple, son intérêt pour la terre. Son corpus témoigne également d'une tendance à se rapprocher de certains modèles qui se situent entre le romanesque et l'autobiographique et présente des personnages vivant l'histoire en crise. Que peut la littérature comparée? D'après Amina Rachid, la littérature comparée construit un savoir littéraire universel, auquel tend le regard comparatiste. De l'autre, par la diversification du corpus, l'étude comparée, en s'appuyant sur les méthodes d'induction et de déduction,
se présente comme un opérateur pour l'élaboration d'une théorie littéraire. Dans son travail, le fait différentiel, qui instaure le fondement du regard comparatiste, se formule autour de la question de l'autre, lieu d'une opposition entre deux visions. L'une part d'un idéal d'humanisme qui prône l'égalité et la symbiose entre peuple et culture, l'autre réfute une telle idéalisation de l'histoire qui a toujours été conditionnée par les conflits universaux. Si Amina Rachid croit au bien fondé du principe d'universalité comme idéal moral, elle constate toutefois qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, les rapports entre le moi et l'autre sont régis par les vagues successives des invasions coloniales et par les pouvoirs hégémoniques des nations les plus fortes à imposer leur modèle culturel. Son hypothèse n'est pas la négation du propos sur l'universalité de l'homme, mais l'étude des conditions de son absence ou de sa présence dans les textes littéraires. À ce niveau, la littérature comparée se montre comme un outil critique et éthique pour l'étude et la construction du rapport à l'autre. Très chère Amina, je sais que tu m'écoutes maintenant. J'espère qu'en prenant la parole aujourd'hui, j'ai réussi quelque peu à communiquer la richesse de ta pensée, la lumière de ton être et la noblesse de ton âme. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Salma Moubarak, cher professeur Salma Moubarak, pour cette intervention absolument passionnante, émouvante et très riche. Nous allons peut-être maintenant, voilà, j'essaye de, voilà, hop, voilà. Nous allons pouvoir maintenant donner la parole à Madame Dalia Saoudi, voilà, qui est toujours parmi nous et qui peut, voilà, vous pouvez, je pense que j'ai arrêté là le partage. Voilà, allez-y, docteur Dalia, je vous en prie. En fait, je tiens à remercier docteur Salma pour cette présentation très touchante, très scientifique et très touchante à la fois, en fait. C'est-à-dire le fait de montrer le génie de Madame Amina Rachid en tant que chercheuse, enseignante, traductologue, traductrice, c'est-à-dire sa grande réussite, docteur Salma, d'avoir pu cerner une personnalité qui est très difficile à cerner et à classer. Vraiment, le livre est passionnant à lire. Je vous salue de tout mon cœur. En fait, j'ai toujours gardé cette question que j'aimerais bien poser maintenant à propos de l'autobiographie. Dans le livre, docteur Salma, vous avez parlé d'une certaine tentative d'écrire l'autobiographie dont les fragments sont restés un peu épars dans les tiroirs de docteur Amina. Ne pensez-vous pas que vous avez la responsabilité un petit peu de mettre ensemble ces pièces qui attendent d'être annexées à votre livre? En fait, ce serait une richesse extrême. Alors, pourquoi, à votre avis,
L'autobiographie n'en est pas encore là. C'est une question bon, difficile un peu parce que d'abord, je n'ai pas le permis. Pour faire un travail pareil, il faut avoir la permission. Et il faut, c'est pas seulement une permission d'écrire, mais c'est également une permission de chercher. Parce que vous voyez bien, Madame Amina Rachid, elle est à l'écran et on voit une toute petite part de sa bibliothèque. En fait, la bibliothèque d'Amina Rachid couvre tous les murs de sa maison. Il y a partout des papiers. Et comme vous avez bien vu, son autobiographie est aussi écrite sur des papiers de cigarettes. Donc ça, c'est un projet de vie, hein, peut-être, mais aussi il faut qu'on me le demande. J'aimerais savoir aussi si dans l'audience, il y aurait des questions. Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Je n'en vois pas. Je pense, oui, oui. C'est difficile de parler. En fait, on est tous en train de... C'est l'émotion qui... Oui. Ah, Madame Noura Hussein. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse, mon caméra est en panne, mais je vous félicite, Madame Salma et Madame Dalia, pour cette intervention très touchante, en fait. Et j'ai une petite question concernant la relation en tant qu'élève et professeur entre vous, Madame Salma, et Dr Amina. Comment cette relation, comment vous décrivez cette relation? Merci. En fait, j'ai connu Madame Amina Rachid, Madame le professeur Amina Rachid, quand j'étais en deuxième année de licence. Elle m'a donc enseigné l'explication de texte et on travaillait, je me rappelle très bien, les fleurs du mal de Baudelaire. Et puis... أمينة عايزة تتكلم، عايزة تقول كلمة. يا ريت. أمينة maintenant. عايزة تقولي إيه لسلمى؟ On vous écoute يا أمينة. عايزة تقولي لسلمى إيه؟ Gentiment. Je veux d'abord vous remercier pour cette journée qui est à la fois très touchante et très vraie. Et beaucoup. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous avez bien compris beaucoup de choses. Vous les avez exprimées d'une manière absolument exacte. Et je ne peux que vous remercier. Merci pour tout. Merci pour ta présence, Amina. On est très, très, très contente. Je sais que tout le monde est vraiment très ravi de te voir et de t'entendre. Hein? Oui, de t'avoir parmi nous et de te retrouver comme ça dans nos sphères de travail. C'est moi qui vous remercie. Bon, il y a une question de... Oui, la relation... donc, Amina Rachid, je l'ai connue quand j'étais en deuxième année de sciences et quatrième année, elle m'a enseigné également le roman et on travaillait sur les surréalistes et sur les faux-monnayeurs, un roman que j'ai découvert à cette époque, bien sûr. Hein, j'étais en quatrième année, je ne savais pas beaucoup de choses en littérature française, mais j'ai beaucoup aimé ce roman et j'ai continué à l'enseigner à mes étudiants quand je suis devenue enseignante. Et puis, par la suite, j'ai inscrit mon sujet de thèse de magistère avec elle, ma thèse de doctorat également, et notre relation est très vite devenue une relation d'amitié
J'allais de façon régulière chez elle assister aux séminaires et aux rencontres qui se faisaient chez elle avec les étudiants de Dr Saïd Al-Bahraoui. Et donc, c'est devenu une grande amitié. Et puis, il y avait ces coups d'appel toutes les deux. Donc, tous les matins, on s'appelle et on se raconte plein de choses. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Rania El Saoui. Oui, bonjour. En fait, j'ai pas vraiment une question, mais juste je veux dire deux petits mots. Madame Amina Rachid, Madame Salma Moubarak, les diacres, je vais juste dire, je l'ai connue quand j'étais étudiante aux licences à la 4e année, fascinée lorsqu'elle parlait. Parfois, je laissais le cours justement pour entendre sa voix parler. Je vais juste remercier Madame Salma et vous me remercier toutes pour cette journée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Madame Amina. Et vraiment, je suis très émue. Je n'arrive même pas à m'exprimer comment ça fait plaisir de la voir une autre fois. Et juste pour finir, je veux dire que Madame Amina et Madame Salma étaient toujours là pour moi. Et ça compte beaucoup, beaucoup pour moi. Ces deux personnes ont forgé Rania et présente aujourd'hui. Je les remercie vraiment, de tout cœur. Merci. Oui, cher Ali, il y a encore une dernière question, peut-être. Oui, ce n'est pas une question, c'est une suggestion à Salma. Ce que vous avez dit, Salma, est vraiment extraordinaire, fascinant. On a eu beaucoup de plaisir, mais aussi on a eu du plaisir à voir Madame Amina. Il y a un côté uniquement qui est le côté humain de Amina Rachid. Si jamais vous la complétez ce il faut jeter la lumière sur ce côté humain, ce qui existe vraiment chez elle et qu'il faut mettre en relief ce côté avec ses collègues, avec l'homme, parce qu'elle avait ce sentiment. Mais le côté humain qui était Oui. Voilà, en fait, il y a eu un petit bug technique à la toute dernière minute. Eh bien, que d'émotions, que d'émotions. Que d'émotions. Je suis vraiment particulièrement honorée d'avoir participé à cette journée en la présence, bien sûr, de l'immense intellectuelle, écrivaine, universitaire engagée et en votre compagnie à tous, chers collègues. Ça aura été une journée, on pensait organiser une journée d'études en fait, juste une simple journée d'études. Ça aura vraiment été un très grand et très beau moment de réflexion, d'échange, de partage. Nous sommes allés au-delà des frontières. Nous avons traversé, grâce à tous les intervenants que je tiens à remercier très chaleureusement et à tous les participants, nous avons navigué entre des espaces physiques, géographiques, intellectuels et scientifiques. Ça aura été une journée particulièrement riche et intéressante.
Je suis vraiment, c'est en plus une de mes dernières actions en tant qu'attachée de coopération à l'Institut français cette année, à quelques semaines de mon départ. Et c'est un honneur particulièrement important et touchant pour moi d'avoir pu participer à la mise en place de cette journée. Merci à toutes et à tous, chers collègues. Un grand merci à tous ceux qui ont participé et qui nous ont accompagnés de loin. Comme je l'ai dit par mail, nous avons la possibilité de faire des attestations, etc. Et si vous souhaitez avoir une trace, cette journée aura été enregistrée avec l'accord de l'ensemble des participants. Donc, après quelques manipulations techniques, ça nous allons discuter entre nous pour savoir comment mettre à disposition de toutes et de tous. Je remercie les modératrices qui vraiment nous auront permis de structurer cette journée d'une manière remarquable. Voilà, quelqu'un veut-il clore cette journée? Merci Laura, merci au nom du réseau des réseaux de recherche d'élèves. J'aimerais vous remercier tout particulièrement Laura pour votre disponibilité, entière disponibilité et votre gentillesse. Merci beaucoup Laura. Et le petit cadeau. Bon, très bien. Eh bien, nous allons devoir nous quitter maintenant. Et Inch'Allah, cette journée d'études est le prélude à un colloque l'année prochaine. Peut-être, je ne sais pas, merci la parole. Amina veut parler peut-être. Oui. Je ne veux pas parler, je veux faire un très grand merci à tous ceux qui ont participé à cette journée, qui l'ont organisée, qui ont fait penser à tous les moments que méritait cette journée, et nous vous remercions pour tout et pour tous. Et à bientôt. À bientôt, À bientôt, Amina. Portez-vous bien tous. Voilà, et bien, ainsi s'achève cette journée commodale. Oui. Merci. Merci. On va vous laisser déconnecter tranquillement. Je ne vais pas couper tout de suite, je vais laisser partir chacun à son rythme en attendant d'arrêter ce dispositif. Mais je ne veux pas partir.